Bonjour, je m'appelle Michelle Sterling avec Friends of Science, les Amis des Sciences. Et aujourd'hui, nous parlons avec M. Emmanuel Malter à propos de notre rapport Décontaminer l'air de Paris. Et M. Malter, bienvenue. Vous pouvez expliquer notre position? Je vous remercie de l'opportunité de vous donner les grandes lignes de la soumission intitulée Décontaminer l'air de Paris que l'organisme Friends of Science a présenté au gouvernement canadien en prévision de la conférence Paris Climat 2015 en décembre. Et s'il vous plaît, vous pouvez expliquer notre organisme? Friends of Science, organisme sans but lucratif et ne recevant aucun appui financier d'aucun gouvernement ou organisme quelconque, a consacré ces 10 dernières années à passer en revue un vaste éventail de documents sur les changements climatiques et on a conclu que le Soleil en est le principal vecteur et non pas vous ou le CO2, comme beaucoup le croient. Friends of Science est un groupe de scientifiques spécialistes de la Terre, de l'atmosphère et du Soleil, d'ingénieurs et de citoyens comme vous, qui ont à cœur de trouver la vérité sur ce changement climatique, sujet tellement en vogue aujourd'hui. Mais je pense que c'est très important à comprendre l'histoire. Discutons pour commencer de l'objectif et de l'échec de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En 1997, l'objectif énoncé de la Convention cadre était d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, considérée à l'époque comme la cause des émissions de gaz à effet de serre. Entre 2004 et 2014, plus de 2,2 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables à l'échelle mondiale, afin de financer ces mesures, inefficaces, disons-le, de réduction du carbone et d'atténuation des variations climatiques. Résultat, les concentrations de CO2 sont plus élevées que jamais. Non, c'est incroyable. Il faut donc bien se rendre à l'évidence que le protocole de Kyoto était mal conçu et a donc échoué. Le Canada s'est donc retiré du protocole en 2011 afin d'éviter de s'exposer à une amende d'environ 14 milliards de dollars. C'était une bonne idée. C'était trop cher. Pour rien de tout. En 2013, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous a fait part d'un hiatus de 15 ans dans le réchauffement climatique et qui plus est, aucun modèle informatique n'avait prévu cette lacune de réchauffement. Et ceci avant même que le protocole de Kyoto n'ait été ratifié. Les relevés de température en surface affichent depuis presque 19 ans aujourd'hui une tendance stable. Et il faut souligner ce fait malgré une hausse sensible des émissions de CO2 découlant de l'activité industrielle. Mais c'est impossible. Ils ont dit que le CO2 doit chauffer le monde. On y voit donc contradiction avec l'hypothèse du réchauffement planétaire et changement climatique anthropique, selon laquelle le CO2 serait le principal responsable du phénomène. Rappelons que les émissions de CO2 dues aux activités humaines ont augmenté de quelque 35% au cours des 20 dernières années, et ceci bien malgré des mesures censées les réduire. Il y avait des autres choses, les conséquences inattendues? Posons la question, y aurait-il des conséquences inattendues à ces mesures combatives jugées inutiles? Les mesures prises pour combattre les variations climatiques ont déjà eu de nombreuses conséquences imprévues et non désirées, qui ont affaibli des économies nationales. L'Union européenne en particulier
a intégré des objectifs rigoureux de réduction des émissions présumées responsables du changement climatique, avec la conséquence tout à fait inattendue de pauvreté largement répandue, où beaucoup de citoyens doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Les taxes carbone et le marché carbone devaient en théorie offrir des mesures incitatives ou des moyens de réduire les émissions. Il se trouve que de grands profiteurs, en soi des malfaiteurs en col blanc, et le crime organisé, qui ont réussi à infiltrer ces marchés. Ils sont très heureux de s'occuper de la non-livraison d'une substance invisible à personne. N'oublions surtout pas que banques, institutions financières et compagnies d'assurance, qui ont très à cœur l'environnement, font aussi leur beurre et l'argent du beurre avec le climat. Ce sont des profiteurs encore plus âpres au gain. Le marché carbone leur rapporte 120 milliards de dollars l'année dernière, sans oublier bien sûr leur portefeuille de plus de 240 milliards destiné aux énergies renouvelables. Le climat, c'est du bon business, ça rapporte gros. Mais pourquoi? Sans compter les milliers de lobbyistes du climat qui font bonne recette près des Nations Unies et de la NASA, et bien d'autres prestigieux organismes sans reproche. Une question s'impose donc. Quand vous gagnez beaucoup d'argent avec ce qu'on pourrait appeler la pollution du climat, qu'est-ce qui vous inciterait donc à vous arrêter? Certains n'ont pas tort de dire que les émissions de CO2 seraient intensifiées intentionnellement pour gagner encore plus. Mais il y a des gens qui souffriront à cause de ces mesures, non? Des dispositifs à énergie renouvelable, comme les parcs éoliens et les centrales solaires, ont conduit à la dévastation écologique de collectivités pauvres. Citons le cas de la Chine, par exemple, où l'exploitation sans contrainte des minéraux terres rares, nécessaires à la fabrication des aimants de turbines, ont détruit la vie des villageois. Les données recueillies à ce jour n'étayent pas l'hypothèse initiale de la Convention cadre, et les pauvres résultats ne valident pas les méthodes coûteuses mises en œuvre. Résultat, la pollution augmente inlassablement et sans contrainte dans les pays non membres de l'OCDE. Maintenant, nous devons parler à notre économie canadienne. Mettons en perspective l'économie canadienne face aux mesures prises pour combattre les changements climatiques. D'une part, l'économiste Robert Lyman nous fait remarquer que les émissions canadiennes de gaz à effet de serre sont très modestes à l'échelle mondiale, alors que tous les scénarios prévoient une croissance de ces émissions dans les pays en développement. D'autre part, les pays développés veulent établir le Fonds vert pour le climat, soit près de 100 milliards de dollars par an en paiement de crédits climatiques réclamés par les pays en développement. Ce fonds vise à aider ces pays en développement à faire face aux répercussions potentiellement néfastes des changements climatiques qui sont prétendument produits par les émissions de gaz à effet de serre des combustibles fossiles générés par les pays développés. Et bien entendu, en plus de ce fonds, les pays en développement demandent à ce que tous les dons de bienfaisance et aides extérieures se poursuivent. Il faut garder à l'esprit que le Canada est un pays axé sur l'exploitation énergétique, forestière, agricole et ressources naturelles, et doit faire face à des défis dus aux grandes distances. Nous sommes le deuxième plus grand pays au monde après la Russie, avec de faibles densités de population et conditions climatiques difficiles.
Le Canada nourrit, alimente en énergie et accueille le monde entier. Nos ressources exportées et exploitées dans le reste du monde iraient donc créer plus de gaz à effet de serre que nous en aurions produit ici. Pourquoi donc nous punir tandis que les autres en profitent? J'ai vu cette photo avec tous les gens de Pacific Island Forum qui étaient dans le soleil. Il fait très très beau, c'est chaud, c'est formidable. Les belles îles chaudes du Pacifique produisent 0,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit seulement 1% de moins que le Canada, sans bien entendu exporter grand-chose dans le monde et sans parler du fait qu'ils ne dépensent pas beaucoup pour se chauffer. Le Canada grelotte 6 mois de l'année. Laissez-nous donc chaleur et lumière, et sans condition, s'il vous plaît. Les objectifs proposés pour la réduction des émissions pénaliseraient injustement le Canada, pays qui réduit constamment son niveau de pollution depuis les années 70. De plus, les très importantes contributions du Canada au troisième rang des pays les plus généreux au monde pour l'aide internationale et aux initiatives de bienfaisance dans le monde entier cesseraient si l'économie canadienne était mise en péril, c'est-à-dire s'il fallait respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il semblerait également, d'après les données, que les effets de telles mesures sur le climat aient été déformés ou exagérés par les militants écologistes et par le GIEC. Il serait donc insensé et injuste que le Canada se conforme aux objectifs de réduction des émissions à la conférence de Paris, si le respect de ces objectifs entraînait la ruine économique du pays, et en particulier si ces objectifs étaient obligatoires, ce qui nous forcerait injustement à fermer toutes nos principales industries, réduisant ainsi notre économie en cendres. Rappelons donc encore une fois que le Canada n'est responsable que d'une toute petite fraction des émissions anthropiques mondiales, moins de 2%, et que même si le Canada et d'autres membres de l'OCDE respectaient les objectifs extrêmement stricts de telle réduction, les émissions globales dépasseraient néanmoins les niveaux de 2010. On est bien obligé de conclure qu'un contrat juridiquement contraignant, comme celui proposé pour la conférence de Paris, pourrait être catastrophique pour le Canada. Non seulement le respect de ces objectifs serait très coûteux, ruinant possiblement l'économie canadienne, mais aussi l'objectif global du GIEC ne serait même pas en voie d'être atteint. Ça serait la fin du Canada. Notre généreuse bernache du Canada, qui distribue de beaux œufs d'or dans le monde entier, ne pourra plus le faire si notre économie est sacrifiée. Ce sacrifice serait par ailleurs un geste purement symbolique, car il deviendrait parfaitement inutile face aux nations en développement qui pourraient alors émettre des gaz à effet de serre sans contrainte. Espérons que les Canadiens réfléchiront bien au prix qu'ils seraient prêts à payer pour un tel acte symbolique. Et qu'est-ce que c'est le vrai mandat de cette organisation? Ce qui nous amène à se demander quel est vraiment le mandat de cette Convention cadre des Nations Unies. Grande surprise, cet organisme s'est arrogé le mandat politique et, je cite, de transformer intentionnellement le modèle de développement économique, une première dans l'histoire de l'humanité. Autre surprise, à l'examen de la charte juridique de cet organisme, nous n'avons trouvé aucun mandat intégrant une telle notion de transformation du modèle économique mondial. Cet organisme a sans aucun doute participé à la mise au point du mécanisme pour un développement propre,
c'est-à-dire un outil facilitant l'échange de droits sur les émissions de carbone, ce qui a transformé la pollution en source de revenus pour certains, mais n'a rien fait pour réduire la pollution. C'est manifestement une usurpation de pouvoir et conflit d'intérêts de la part de la secrétaire exécutive. Une telle déclaration et de telles intentions transgressent largement le mandat d'origine de cette convention et enfreignent nettement le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Si on veut nous faire croire que les Nations Unies sont un organisme basé sur la souveraineté-égalité, comment donc accepter que des forces extérieures, non élues et non responsables auraient-elles le droit de détruire notre économie? Et comment cela pourrait donc faire bénéficier le reste du monde? On ne peut passer sous silence les insinuations inquiétantes circulant sur les relations entre le GIEC, la Convention cadre et les marchés du carbone. Nous avons déjà fait allusion au monde de la finance, très actif sur le marché du carbone. Aucune de leurs pratiques n'est fondée sur la science ou ne vise pas à réduire les émissions de CO2 ou la pollution. Il semble que cela ne soit rien de plus qu'un transfert de richesse imposé à l'insu des citoyens à qui l'on raconte une belle histoire que tout cela n'a qu'un seul but, sauver la planète. Merci beaucoup, Monsieur Malter. Pour les Friends of Science, les Amis des Sciences, je m'appelle Michelle Sterling.